Alors on voit que le juge n'est guère protecteur des droits fondamentaux des migrants. On l'a vu pour la Cour européenne des droits de l'homme. On aurait pu l'évoquer aussi pour la Cour de justice de l'Union européenne, puisque dans l'arrêt du tribunal de première instance, puis dans celui de la Cour de justice, dans son ordonnance du 12 septembre dernier, sur le EU-Turkey Deal, la Cour de justice nous explique finalement que c'est pas du droit de l'Union, donc elle n'est pas compétente. Donc elle ne sait... Elle aussi, elle refuse d'exercer un pouvoir dont elle aurait pu s'emparer, puisqu'elle avait pour habitude de dire « je ne m'intéresse pas à l'intitulé, je ne m'intéresse pas à la procédure, je regarde le fond », et là, elle ne le fait pas. On pourrait ensuite se référer à l'affaire XX, où elle nous explique que l'application du code frontière Schengen, ce n'est pas du droit de l'Union européenne. Là, je m'en suis toujours pas remise. On voit que le Parlement européen n'a pas envie. Pourtant, ce n'est pas faute pour certains universitaires d'avoir écrit des questions qui auraient dû passer en commission Libé, mais là, il y a eu des questions politiques où Claude Moraes n'a pas voulu les laisser passer. Bon, est-ce qu'il faut se retourner vers les acteurs privés, Marjorie, pour trouver un espoir pour l'état de droit ? Merci, Marie. Alors, grosse pression, là, quand même. Du coup, c'est soit on se pend après ma contribution, soit j'ouvre l'espoir. Alors, je vais spoiler la fin. On va plutôt se pendre. Je vous préviens tout de suite. Ça va plutôt être un peu cata, quand même. Parce que plus que les acteurs privés, ce que je vais mettre en exergue, c'est que ces acteurs privés, ils sont surtout facteurs de la volonté de l'exécutif et de la place prégnante de l'exécutif sur la gestion des frontières. Comme ça complétera, vous aurez le triptyque législatif, judiciaire, exécutif, et on se rendra compte que rien ne va nulle part. Formidable. Avant toute chose, quand même, merci aux organisateurs de m'avoir fait venir pour insuffler cet élan d'espoir, vraiment. On sent qu'on va tous ressortir de là très très bien, très très en forme. L'actualité le démontre, l'actualité la plus récente, celle de la semaine dernière le démontre, sous plusieurs angles, la question de la place des acteurs privés sur la thématique de la gestion des frontières, elle est de plus en plus présente. On vous parle de perte de pavillon de l'Aquarius, on vous parle d'actions dans les Alpes, de génération identitaire, de la mise en examen des 3 de Briançon, de l'attaque de SOS Méditerranée, toujours par gestion identitaire à Marseille. Bref, la question migratoire et le passage de la frontière qui le symbolise, déchaîne un grand nombre de passions, et en fait, je pense que cette passion, elle s'explique par l'objet dont il est question, c'est-à-dire ce passage de la frontière. Le droit, dans son travail de définition dépassionné, objectif, a posé une définition de ce que c'est que la frontière. C'est une sentence arbitrale, ancienne, de 89 qui vous dit que la frontière, c'est une ligne formée par la succession des points extrêmes du domaine de validité spatiale des normes de l'ordre juridique d'un État. Bon, normalement, là, pas trop, ça n'a pas l'air très passionné, tout ça. Mais si le droit essaye de poser quelque chose à plat comme ça, en réalité, on ne peut pas non plus se départir de la dimension philosophique, de la dimension idéologique, de cette symbolique que représente la frontière, qui est le dedans face au dehors, et cette opposition comme ça frontale entre les deux. Et ça reste éminemment politique, éminemment symbolique. Pourquoi ? Parce que ça touche au sacro-saint de l'État, sa souveraineté. Cette crise migratoire dont on vous a parlé comme un justificatif pour le Parlement, pour le juge, de mettre un peu en sourdine l'état de droit, les droits de l'homme, au final, il est venu souffler sur les braises de quelque chose qu'on pensait un petit peu éteint en Europe. Pas vraiment disparu, les frontières n'ont jamais disparu. On a eu le sentiment qu'il n'y avait pas de frontières, mais il y en a toujours eu, on les avait juste estompées. Et ça a fait ressurgir cette obsession que Michel Fouché met en avant, ce dilemme que met en avant Benjamin Boudou dans leurs écrits, où justement l'acteur privé aujourd'hui, il a sa place. C'est-à-dire qu'en tout cas on le voit. Et ne serait-ce que pour une question idéologique, on voit cet acteur privé parce qu'il agit, il s'en saisit, et que dans une situation globalisée, cette question de la frontière, il y a des vraies valeurs derrière, et il y a une vraie représentation, un vrai affrontement d'idéologie. Alors qu'est-ce que c'est que ces acteurs privés dont je voudrais vous parler ?
Schématiquement, mais à grand trait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, schématiquement, c'est un peu deux groupes qui s'affrontent. D'un côté, vous avez des associations et des personnes, des particuliers. Alors, en France, on va surtout voir SOS Méditerranée, on va vous parler de Cédric Héroux, et puis qui décident face à l'inaction, ou à l'inaction, on va regarder ça, des États et ou de l'Union européenne, d'intervenir pour pallier l'absence de mesures concrètes afin de sauver des vies humaines. Parce que, qu'on soit bien d'accord, l'objet de l'action de ces personnes, en tout cas la démarche qui est faite, est une démarche de protéger des vies face au danger de la route migratoire qui est utilisée. Le problème, pourquoi ça pose problème, c'est parce que c'est le lieu où cette action se déroule, la frontière. C'est toujours et encore cette question-là. Et de l'autre côté, encore une fois, si on doit schématiser à grands traits, vous avez des personnes privées. On se souvient de ces images de passage de frontières en Hongrie, avec des journalistes, des personnes privées qui, s'instituent gardiens de la frontière. Et comme Génération Identitaire a pu le faire dans les Alpes il n'y a pas si longtemps, on y va, fumigène, drapeau, tout ça, et on devient douanier à la place du douanier. Et globalement, si vous voulez, c'est très schématique, mais globalement, vous avez là deux idéologies qui s'affrontent, très clairement, sur le fond, mais au-delà de ça, vous avez une même situation, c'est-à-dire l'action de personnes privées en lieu et place de l'État, à un endroit particulier qui est la frontière, dans une de ses missions régaliennes les plus essentielles, la gestion de son territoire, et la protection, entre guillemets, de son territoire. Alors, quel lien avec la notion d'état de droit ? Il faut que je justifie un peu le paiement de mon voyage, quand même. Celui-ci, à mon sens, il est double. Il est double parce que, d'abord, si l'on s'en tient à la seule référence de la prééminence du droit, la place de ces acteurs privés en droit, elle n'existe pas. Sur la question de la gestion des frontières, ce n'est pas leur place. En effet, pour gérer la frontière, seul l'État est compétent ou ceux qu'il a désignés comme tels. Donc, globalement, le droit ne réserve pas de place à ces entités. Et ce sera le premier temps de ma réflexion. Seulement, le fait est, c'est qu'encore une fois, ces entités, on les retrouve à la frontière, on voit leur action. Leur action, elle est visible. Donc, ça veut donc dire qu'il y a de la place dans les faits pour eux, entre guillemets, et qu'en réalité, aujourd'hui, l'action que ces groupes mènent tend à s'interroger non pas sur la place qu'ils ont, mais sur le rôle qu'ils ont et sur la définition du droit qu'on leur oppose et la définition de la vision du droit qu'ils défendent. Et globalement, c'est ça. Si vous voulez, à mon sens, les deux lignes de tension, c'est de dire que les acteurs privés posent la question de la place en dehors du droit qu'ils s'octroient, et de l'autre côté, leur conduite permet d'interroger le contenu du droit. Et ce sera les deux points sur lesquels je vais travailler. Alors, le premier, sur cette place non reconnue par le droit, encore une fois, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel de cette frontière. Michel Fouché, dans son ouvrage qui s'appelle « L'obsession des frontières », le dit, ces frontières, ce sont des lignes de partage de souveraineté, ce sont des lignes qui ménagent des règles du jeu et des marges entre souverains. Donc c'est vraiment un point extrêmement symbolique, qui reste un des derniers bastions du domaine réservé de l'État, ce champ un petit peu auquel on ne peut pas toucher. Et du coup, ça cadre quand même assez mal avec tout ce qu'on vient de dire sur l'état de droit, qu'il faut encadrer l'État, etc. C'est un peu ténu. Cette frontière devient donc dès lors un lieu de pouvoir sans précédent quasiment. Il y a vraiment une tension particulière à ce niveau-là. Et d'autant plus qu'en réalité, à la frontière, on va aussi tester la légitimité de l'État. On va scruter l'efficacité de son pouvoir. Et ça va être pareil pour l'Union européenne. Même si l'Union européenne elle a un récit, une histoire à la frontière qui est différente, pareil, on va tester sa légitimité, la légitimité de sa construction, la légitimité de son futur au prisme de cette gestion des frontières. Et ce, même si aujourd'hui, on peut le dire, en termes d'entrée et de séjour sur le territoire, on a un nombre de règles, de mécanismes, d'institutions. Il y en a, du droit, il y en a. Ça, c'est pas un souci. Il y en a même peut-être trop, je sais pas, enfin, en tout cas, il y en a. Mais le phénomène migratoire, c'est une réalité, et c'est une réalité qui vient brouiller
cette ligne qu'on veut fixe, claire, parce que ce passage des personnes, quelles que soient les conditions, crée un espèce d'entre-deux, qui est entre le dehors et le dedans. Ces gens qui passent créent une brèche entre cette séparation, entre le dehors et le dedans, et c'est pour ça que vous avez cette cristallisation politique très forte autour de cette notion et autour du message qu'on veut envoyer et que l'exécutif veut envoyer. On le voit, la politique a changé. Hier, on cherchait des ouvriers, on cherchait des travailleurs, donc on faisait venir. Aujourd'hui, on ferme, on dit que non, parce qu'on veut protéger un système social, parce qu'on veut protéger une identité, parce que America First ou Italia First ou tout ce que vous voulez, mais globalement, c'est une rhétorique. Là, on dépasse le droit, c'est une idéologie. Mais du coup, ça induit derrière la facilitation ou non du passage de cette frontière et donc des conséquences sur ceux qui vont essayer de la traverser de manière alternative, nécessairement. Ça crée un effet de domino. Et l'utilisation qu'on va faire des règles de droit, l'idéologie qu'on va placer derrière, vont avoir des réactions en chaîne. Et même si l'État, l'Union européenne, va encadrer cette entrée sur le territoire, etc., on ne va pas se leurrer. Les murs construits en sont le plus bel exemple. Le plus bel exemple, en réalité, la frontière, elle est poreuse. On ne construirait pas des murs si on avait des frontières imperméables. Ça se saurait. Donc, il y a vraiment une réalité. Et au-delà même de la réalité, au-delà de la volonté d'émigrer, vous avez une volonté aussi dans certains secteurs d'immigration, parce que n'en déplaise au ministre de l'Intérieur italien, ces champs de tomates ne vont pas se ramasser tout seuls. Et que si on regarde qui est employé pour ramasser les champs de tomates, ou sinon on regarde encore ce qui ramasse les oranges, on verra que bizarrement, l'immigration illégale, de préférence, l'exécutif le sait, elle est employée. Donc, la place de ces acteurs privés, en fait, elle va se retrouver dans ce champ-là. Leur place n'est pas prévue, mais en fait, ils vont s'introduire par les interstices de ce droit qui se veut complètement bloquant tout. Mais en fait, il y a des failles. Et ces acteurs privés, ils vont s'introduire dans ces failles pour les motivations qui leur sont propres aussi. Et du coup, ils vont jouer un rôle qui va interroger le contenu du droit. Je l'ai dit tout à l'heure, quel que soit le groupe auquel on fait référence, ils considèrent être des palliatifs à une absence ou à une insuffisance d'action. Ils viennent là pour pallier l'action de l'exécutif. Mais en réalité, comme leur place n'est pas prévue, le rôle qu'ils vont jouer est surtout encadré par des règles coercitives, des règles répressives. Et on le voit avec la question du délit de solidarité. Alors on a tous bondi avec la décision du Conseil constitutionnel de juillet 2018, mais encore une fois, on va voir la petite subtilité de cette décision. Oui, on donne des exceptions pour l'aide au séjour, mais par contre, sur l'aide à l'entrée et du passage à la frontière, là, on n'enlève pas l'exception. Et c'est toujours un délit. Donc on en revient toujours au même. Cette frontière, elle pose quand même question. La criminalisation du rôle des ONG dans le discours politique marque aussi cette volonté, pire même, cette volonté d'instrumentaliser le droit pour dire que ces ONG font un travail équivalent à celui du passeur, etc. Or, si on regarde, c'est droit contre droit. Ces ONG, elles utilisent aussi des règles juridiques. Elles utilisent des règles juridiques de droit international, le droit de la marine marchande, qu'on connaît depuis des dizaines d'années, des siècles. On ne laisse pas un bateau en difficulté se couler dans les eaux. C'est une obligation, c'est même pénalement réprimé par le droit français. De la même façon, ces ONG, elles utilisent le droit européen avec un principe de non-refoulement. On ne refoule pas quelqu'un vers un État où il risque des traitements inhumains et dégradants. La Libye, je ne suis pas sûre, mais je pense que si on faisait un tour de table, il y en aurait assez peu qui auraient envie de partir en vacances là-bas en ce moment. En tout cas, on ne trouverait pas que ce serait super sympa et hyper détente. Et donc, c'est droit contre droit. Et donc, ça pose bien la question d'opposition de deux visions du droit et de deux visions de l'encadrement par le droit. De la même façon, pour Génération Identitaire, pour la France, et pour d'autres groupes ailleurs, là aussi, c'est encadré par le droit. Vous avez le code pénal qui vient vous réprimer le fait de se prendre pour un officier de l'État français. Le parquet de Gap a essayé, en s'appuyant sur le code pénal, articles 433-12 et 433-13, pour être précise, d'essayer d'ouvrir une enquête, mais ça s'est conclu rapidement par un classement sans suite. Mais au-delà de la question de l'usurpation
de rôle du douanier, se pose aussi la question du droit des gens qu'on a refoulés à la frontière. Quid de leur demande d'asile à la frontière? Quid de leur situation humanitaire? Quid de la mise en danger de la vie d'autrui? Mais puis là, on se rend compte que le discours politique, par rapport à l'approche de l'action de cet acteur privé, il a été moins virulent que contre SOS Méditerranée, par exemple. Donc ça traduit quand même une vision de l'état de droit, et ce traitement différencié pose un peu question de la définition qu'on donne à l'état de droit, à mon sens. Et on se demande même si l'état de droit ne devient pas un objet d'instrumentalisation et de faire, en fait, de vider de son contenu cette protection contre l'arbitraire. Alors, ça pose plein de questions, je vous le dis tout de suite, j'ai pas la réponse. Si quelqu'un là, c'est bien, ça m'aidera. Est-ce que défendre son territoire, en sachant qu'aujourd'hui, on a quand même une pacification des frontières et qu'on est passé du front à la frontière, donc normalement, on n'est plus trop dans l'affrontement permanent. Est-ce que cette protection du territoire, ça implique nécessairement de laisser de côté des situations humanitaires d'urgence? Et là, je parle de l'urgence en mer, de l'urgence à des frontières avec des neiges éternelles, etc. Est-ce que défendre ces frontières, c'est laisser de côté des vies humaines parce que nécessairement il y a une protection qui doit se faire? Je reprends un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce qu'un droit inhospitalier, ça rentre dans l'état de droit, cette protection contre l'arbitraire? Et il y a 2 jours, et ce sera le mot de la fin, comme ça j'aurai respecté mon temps. Il y a 2 jours, j'écoutais, il y avait Serge Sur qui discutait sur France Culture, de la juridictionnalisation du droit, des relations internationales. Donc en tant que bonne internationaliste, j'étais tout en émoi. Il a fini, le mot de la fin, ça a été, mais en fait finalement quand on y pense, la politique, elle n'est pas complètement soluble dans le droit. Notre présidente de panel s'est beaucoup interrogée plusieurs fois sur le fait de savoir si les principes juridiques, eux, ils étaient solubles dans l'eau salée. On ne sait pas, des fois on se demande. Moi aujourd'hui, je m'interroge, et c'est bien malheureux d'en être là encore aujourd'hui, sur le fait de savoir, et encore plus avec nos discussions d'hier, si l'état de droit, lui, il ne serait pas même soluble complètement dans la souveraineté. Merci.